Bienvenue dans la pause fitness, le podcast sur la musculation, la nutrition et le style de vie. Je vous propose un nouvel épisode tous les mardis à 8h tapante. Vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À ce propos, vous pouvez également me laisser une évaluation, c'est ce qui m'aide le plus, directement sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous avez également tous les jeudis à 18h sur ma chaîne YouTube Fitness Smith, une vidéo où je réponds à vos questions, ce qui peut vous permettre de mettre un visage sur la voix. Pour ceux qui sont passionnés comme moi, qui aiment bien aller plus loin que les petites recommandations qu'on voit à droite à gauche, je sors tous les dimanches à 10h du matin sur mon site www.fitnesssmith.fr un cours vidéo ou une enquête sur un sujet qui me passionne, que ce soit les hormones, que ce soit l'entraînement, la diététique, le sommeil, peu importe, ce sont toujours des sujets poussés avec un document plus une vidéo pour justement avancer petit à petit chaque semaine. Donc ça, c'est tous les dimanches à 10h sur mon site www.fitnesssmith.fr. Pour ceux qui veulent avoir des programmes ou de la documentation numérique, que ce soit un programme masse, un programme sèche, un programme énergie, j'ai plein de rubriques sur mon site, donc vous pouvez voir le lien directement dans le podcast à la rubrique boutique. Donc c'est tous mes programmes et vous avez justement accès à tout ce que je propose au format numérique. Assez parlé, place au podcast. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon été. Je sais pas si on peut dire un très bon été parce qu'il n'est pas encore fini, mais que vous avez passé au moins du 14 juillet au 15 août une bonne période, de bonnes vacances pour ceux qui sont partis. Et puis pour ceux qui vont partir, je vous souhaite le meilleur, de ne pas avoir trop de monde sur les routes, d'avoir une bonne température, de pouvoir vous reposer, vous rafraîchir, etc. C'est important pour récupérer. Dans cet épisode du podcast La Pause Fitness, on examine la mémoire biologique du poids, on va distinguer les défenses du cerveau face aux traces laissées dans le tissu adipeux, mais aussi analyser deux pistes récentes, donc traiter l'insomnie pour réduire les repas nocturnes, donc l'alimentation durant la nuit, et suivre la sérotonine et le glucose avec un capteur sans batterie. Donc, comme d'habitude, c'est un podcast d'information et pas de prescription. Je tiens à le préciser parce qu'il y en a beaucoup qui s'improvisent, je sais pas quoi, spécialistes professionnels de santé sans l'être du tout. Ici, on fait de l'info et justement, c'est l'objectif du podcast de vous apporter un éclairage, on va dire, sur ce que la littérature scientifique publie, sur les actualités en termes de technologie et tout, liées au fitness, au bien-être et tout, quoi. Bon, là, quand j'enregistre 8h20, donc je suis levé depuis 5h15 du matin, j'ai fait mon sport au réveil, j'ai une routine matinale assez agréable durant l'été, en me levant très tôt et en faisant mon sport dans les 3/4 d'heure suivant mon réveil. Alors je déconseille à tout le monde de faire son sport au réveil, hein. Enfin au réveil, quand je dis au réveil, c'est au réveil au saut du lit. Moi je pense, et c'est pas qu'une vue de l'esprit, qu'il faut un certain temps pour que le corps se réaligne avec la position debout, donc qui bascule de la position horizontale à verticale, de faire son sport au saut du lit. C'est pas forcément une bonne idée, donc faites attention, n'essayez pas d'adopter une routine, lever 5h15, sport à 5h20, quoi. C'est pour ça que moi je laisse, d'ailleurs, un petit laps de temps pour attaquer après ma journée de travail, on va dire, entre 6h45 et 7h, quoi. J'ai publié ce dimanche les 15 questions tabous sur la musculation auxquelles personne n'ose répondre, partie 2. Donc il y avait la partie 1 le week-end dernier. Ce week-end, j'ai sorti la partie 2. Alors c'est la FAQ numéro 36, hein. J'ai décidé de consacrer les FAQ ces derniers temps, ces derniers mois et ces dernières années aux questions tabous. C'est quoi des questions tabous? C'est des questions qu'on n'ose pas poser à son coach, ni à son partenaire d'entraînement, ni même sur les forums ou sur les posts Facebook et tout ça, parce qu'elles sont embarrassantes, elles sont gênantes. Bien qu'elles appartiennent au monde du fitness, ça peut être des questions relativement gênantes à poser parce que voilà, ça impacte soit notre ego, soit voilà, on se sent pas à l'aise avec ça. Et c'est pour ça que j'ai mis en place un formulaire 100% anonyme, que moi je n'ai pas les adresses email, les prénoms ni rien, sauf si les personnes me les donnent et ont pas de problème avec ça. Mais sinon, moi j'ai
Rien de tout ça, donc c'est vraiment l'objectif. Parce que je pense que alors à la fois l'anonymat a du mauvais quand il s'agit de harcèlement et tout, mais ça peut avoir du bon quand il s'agit de débloquer une situation, une question gênante ou quoi. Alors j'y réponds, par rapport à mes connaissances et à ce que peut dire, la littérature sur le sujet. Mais, quand il y a des questions qui n'ont pas de réponse ou alors, enfin voilà, où je suis pas compétent, je le dis aussi, hein. L'objectif n'est pas d'avoir réponse à tout comme une mauvaise intelligence artificielle qui veut vous garder absolument, avec elle et donc du coup vous répond, toujours qu'elle sait alors que parfois elle ne sait pas. Voilà, donc je vous ai mis le lien si vous voulez voir les 2 vidéos, donc partie 1 et partie 2 de la FAQ numéro 36 des questions tabous que personne n'ose poser, ni répondre d'ailleurs. Le lien est dans les notes de ce podcast. Alors, premier sujet, du podcast, un capteur sans batterie suit simultanément la sérotonine et le glucose pendant 12 heures. Donc en fait, c'est avec des micro-aiguilles d'environ 430 nanomètres, donc à leur extrémité, hein, des capteurs, qui prélèvent le liquide situé entre les cellules sans dépendre de la sueur. Donc des électrodes nanostructurées en or et platine augmentent respectivement de 4,7 fois le signal électrique et de 9 fois la surface active. Ça me fait penser à ceux qui s'intéressent au son, au Hi-Fi et même le HDMI et tout. On utilisait beaucoup du plaqué or pour avoir un meilleur signal, un meilleur, je sais pas si on peut dire transfert ou transport du son et de l'image, quoi. Donc une architecture mécanique isole surtout les aiguilles des déformations de la peau. Le mouvement perturbe moins la mesure. Alors ils ont fait ça, c'est chez des rats libres de leur mouvement et le dispositif sans batterie a suivi simultanément la sérotonine et le glucose pendant 12 heures, révélant des variations liées au stress, au repas et au rythme circadien. La fabrication paraît plus industrialisable que celle des précédents prototypes, mais aucune validation humaine n'est encore présentée. La sérotonine interstitielle, alors vous savez quand on parle de interstitielle, c'est un peu comme les capteurs, les CGM, là, les capteurs de glucose, dont j'ai fini le premier test de 14 jours et je vous en ferai un retour, hein, ne reflète pas directement celle du cerveau. Donc la sérotonine qu'on va retrouver dans le liquide interstitiel ne reflète pas directement celle du cerveau, donc faites attention à ceux qui vont vous vendre par exemple un capteur de bien-être puisque, ça n'a rien à voir. C'est un peu, vous savez, comme la mélatonine. J'avais fait un cours là-dessus, une enquête je vous en ai fait un cours après. La mélato quat Plus de 90 de la mélatonine qu'on a dans le corps, c'est pas celle qui nous sert à nous endormir. C'est une qu'on va avoir, déjà ailleurs et dont la synthèse se passe étrangement quand il y a du soleil, par exemple. Donc bon, si ça vous intéresse, vous tapez mélatonine. Dans les derniers posts que j'ai fait sur le site, vous trouverez. Donc faites très attention à ceux qui vont vous dire qu'un capteur que vous allez mettre, je ne sais pas où il sera, mais admettons, sur le triceps comme pour les CGM, pourrait détecter votre bien-être. Non, parce que sérotonine interstitielle ne reflète pas le bien-être, qu'on va avoir au niveau, psychologique, quoi. Donc la précision devra résister plusieurs jours aux réactions cutanées et à l'encrassement biologique. Bon, ça, c'est encore une fois de toute façon, j'ai vu les limites du CGM, j'en parlerai. Moi, je suis pour toutes ces choses-là. Je suis pour le biofeedback dans l'absolu. Le problème, c'est que il y a pas mal de mauvaises interprétations de ces informations qui nous arrivent du corps, qui passent par l'électronique, puis par le téléphone. Et en fait, on a une couche d'interprétation, on a une pré-interprétation par l'algorithme, le logiciel qu'utilise le capteur, quoi. Donc déjà, nous, l'information qu'on va recevoir, elle est lissée, elle est algorithmée par le propriétaire de l'algorithme qui va avec le capteur, quoi. Donc faut faire attention, on n'a pas de la donnée brute, quoi. On a de la donnée nettoyée, on va dire. Mieux traiter l'insomnie pourrait réduire les repas nocturnes sans améliorer toute l'alimentation. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Donc ils ont fait, sur 20 adultes libanais ayant terminé l'étude, ils ont reçu soit 4 séances de thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie. Vous savez, c'est ces thérapies
qui sont moins liés sur la parole, moins basés sur la parole et plus sur enfin, il y a quand même de la parole, hein, mais c'est plus basé sur le comportement et sur la façon dont on pense, la façon dont on on déroule sa pensée par rapport à un événement ou une réflexion. Donc c'est pour ça on est cognitivo-comportemental. En fait, on essaye de remanier et ça marche bien dans l'insomnie, hein. Ça marche aussi pour les cauchemars et tout, mais c'est quelque chose qui marche relativement bien. Alors il y a plusieurs vagues. Il y a la première vague, seconde vague, troisième vague. Bon, on va avoir, les thérapies ACT, par exemple, qui sont aujourd'hui, démontrées comme relativement performantes sur pas mal de sujets, pas mal de pathologies, bloquantes dans le quotidien, notamment sur l'anxiété, quoi. Alors quand je dis pathologie, je parle pas du lourd, hein, parce que ça me concerne pas, j'ai pas étudié, mais sur, les trucs un petit peu plus, je vais pas dire légers, parce que quand on a de l'anxiété, des crises de panique, des angoisses et tout, c'est pas léger. Mais beaucoup vivent avec ça et de plus en plus d'ailleurs et sur ça, ça marche plutôt pas mal, quoi. Il faut enfin voilà. Il y a d'autres approches, hein, mais ça marche plutôt notamment la thérapie ACT marche plutôt bien, quoi. Alors les mesures combinées actimétrie au poignet, rappel alimentaire, au quotidien et questionnaire. Après ajustement sur le niveau initial, la thérapie réduisait de 32 minutes le temps éveillé après l'endormissement. Alors ce qui est déjà pas mal, hein, 32 minutes, c'est, bah, au bas mot, ça fait, on va dire, un tiers d'un cycle de sommeil, quoi. Et de 0,56 épisodes la fréquence des prises alimentaires tardives, donc de bouffer la nuit, quoi, en gros. Donc agir sur l'éveil nocturne paraît pouvoir retirer des occasions de manger, même sans intervention nutritionnelle directe. Donc sans avoir besoin d'agir sur la diète, en agissant sur l'éveil nocturne. En fait, les termes qu'ils utilisent dans les études, c'est marrant, mais en réduisant tout simplement, le fait de s'endormir plus tard et cetera, et ben, on joue directement alors c'est pas une surprise que si on dort, on mange pas, mais en jouant là-dessus, on peut avoir un vous savez, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à perdre du poids ou qui sont en prise de poids très lente mais constante depuis des années. Si c'est très lent et constant depuis des années, c'est qu'ils ont un surplus qui est pas énorme, mais qui est là et qui est permanent et qui est présent depuis un certain nombre de mois, voire d'années et bah, ça peut tout simplement être de l'alimentation, de nuit quoi, de nocturne. Donc ils vont se lever ou ils vont se coucher tard et manger, je sais pas, je vais prendre un exemple tout bête, mais ils vont prendre 2 tranches de pain de mie, ils vont se mettre une tranche de jambon, ils vont manger ça, ils vont aller se coucher. Donc fais une fois, par mois, OK, fais, 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine et puis multiplié sur les mois et les années et ben, ça rajoute, alors j'ai pris volontairement les glucides parce que moi je pense que les glucides nocturnes sont vraiment, un poison quoi, enfin pas tous les glucides certainement, mais en règle générale les glucides la nuit et pour une raison simple, hein, c'est que si vous levez la glycémie, vous levez l'insuline. Si vous levez l'insuline, vous allez perturber le sommeil profond, vous allez, annuler la sécrétion d'hormones de croissance. Donc en fait, ça devient, physiologiquement malsain que de consommer des glucides en fin de journée, en soirée et la nuit. C'est pour ça que j'ai jamais été d'accord avec les gens qui disaient: «Peu importe le moment de la journée, du moment que ça rentre dans les macros, vous pouvez manger des glucides à tous les moments». Évidemment, on est libre, on peut manger ce qu'on veut quand on veut, mais physiologiquement parlant, il y aura pas les mêmes impacts et d'ailleurs les CGM le montrent ça, hein, c'est assez bien, ça on le voit bien dès qu'on met un CGM, on se rend compte des différences des différentes réactions du corps en fonction d'un même aliment pris à différents moments de la journée. Mais ça, tant qu'on n'a pas fait les essais, on peut pas le savoir. Enfin, on peut lire les études et l'accepter, mais le mieux, c'est quand même de faire des essais et de se rendre compte des choses, par soi-même, quoi. Donc, parfois, quand vous vous réveillez le matin avec la tête complètement à l'envers, pourtant vous avez eu 8 heures, voire 9 heures de sommeil, vous dites: «Comment c'est possible?» Sauf si vous êtes dans l'hypersomnie, mais on va partir du principe que vous ne l'êtes pas et que vous avez la tête complètement à l'envers après 8 heures de sommeil et ben, très souvent,
c'est que ce sommeil, ça a été un peu un sommeil d'alcoolique, quoi. Quand je dis un sommeil d'alcoolique, c'est pas péjoratif, c'est juste pour dire qu'un sommeil d'alcoolique, c'est un sommeil, en fait, en surface. C'est un sommeil où on dort, mais on n'est pas dans un vrai sommeil physiologiquement sain. C'est-à-dire que les différentes phases de sommeil à l'intérieur de chaque cycle ne seront pas, optimales et donc on va dormir beaucoup, mais récupérer très peu. C'est ces moments où on se réveille le matin la tête à l'envers alors qu'on a dormi 8 heures et les CGM, moi quand j'ai porté le CGM, j'ai vu clairement la raison et le coupable, quoi. Surtout que je suis parti en vacances et que j'ai pu manger d'autres choses et faire vraiment des tas de tests, et je peux vous garantir une chose, c'est que, là quand je vais faire mon retour là, pour ceux qui sont abonnés à ma newsletter, ils vont avoir tout mon retour sur les CGM, sur mon test avec des captures d'écran, tout ça vous verrez. Je peux vous garantir une chose, c'est que, c'est ultra surprenant et même moi après, je pratique depuis 2004, hein, donc j'ai quand même un certain retour sur, la diète et l'entraînement. J'ai appris des choses, relativement intéressantes, quoi. Donc d'ailleurs, allez vous abonner à ma newsletter, vous tapez fitnessmith.fr/news. Normalement, vous avez également un lien dans les notes du podcast pour aller voir ça. Je crois que c'est recevoir les notes, avant tout le monde, quelque chose comme ça et vous avez un lien pour y accéder. Mais sinon, vous mettez le mot news, /news à la fin de fitnessmith.fr et vous trouverez facilement. Ou sinon sur les pages de mon site, vous trouverez en bas de chaque article de mon site, vous trouverez, un petit formulaire pour recevoir ma newsletter. Donc je disais oui que, de traiter l'insomnie permettrait de moins manger. Et c'est de plus en plus, on va avoir de ça, en fait. Le sommeil, c'est le grand oublié du mode de vie sain, de ces der alors depuis très longtemps, mais de ces dernières années, parce que on a eu une grosse vague. Moi, quand j'ai démarré, vous savez, sur, quand j'ai ouvert mon site, ma plateforme, il y a quoi? Il y a de ça, bientôt 20 ans, il y avait, comment dire? Beaucoup, beaucoup d'intérêt pour la diététique. C'est-à-dire que la diététique était vraiment, la grosse nouveauté, le gros virage à prendre et cetera. Alors chez les initiés, notamment dans le monde du culturisme, le mannequinat, les modèles fitness et tout, la diététique était déjà acquise et comprise. Mais aux yeux du grand public, elle était secondaire. C'est-à-dire que, pour beaucoup de personnes, manger sainement, c'était arrêter les sodas, le sucre, les sauces. Voilà, ça s'arrêtait là. Mais à partir de 2010, on va dire, il y a eu beaucoup d'intérêt pour la diététique avec l'arrivée d'une alimentation moins transformée, la différence entre tel ou tel glucide, tel ou tel lipide, les diverses sources de protéines et cetera et donc il y a eu un fort intérêt pour la diététique qui, a connu un pic, puis est redescendu après parce que les gens pensaient avoir maîtrisé alors que bon, c'est stupide, hein. La diététique, on en apprend tous les jours. Moi qui suis abonné à toutes les enfin pas toutes, mais beaucoup de publications scientifiques sur la nutrition, c'est quotidien. C'est pas vous pouvez pas vous dire: «C'est bon, je sais» et puis passer à autre chose, ça n'est pas possible. Ça avance quotidiennement. J'essaye de vous l'apporter, au club VIP à chaque fois les avancées, mais ça avance tout le temps et il faut rester branché, hein, c'est l'objectif du club VIP justement de vous permettre de rester branché sur ça sans y passer comme moi, des heures au quotidien, quoi. Et donc, il y a eu après une nouvelle vague, plus liée à l'activité physique, ce qu'on connaît aujourd'hui avec les sports hybrides, où les gens vont faire, et un sport de renforcement et un sport de cardio. La problématique, c'est que les gens ont tendance à avoir dans le viseur qu'une seule chose à la fois. C'est-à-dire qu'ils vont se dire: «OK, donc je vais régler tous mes problèmes dans ma vie avec un sport hybride ou je vais régler tous mes problèmes dans ma vie avec, la diététique». Ils oublient en fait de voir le champ beaucoup plus large et en fait, c'est au lieu de zoomer sur quelque chose, faut dézoomer au maximum. Faut regarder l'intégralité de son quotidien. Par exemple, quand on a un travail en intérieur assis et qu'on travaille 8 heures par jour, c'est quelque chose qui pèse très lourd dans la balance. Or, beaucoup le négligent. Ils se disent: «Je fais du sport, je m'enchaînement, donc c'est pas grave». Non, si, ça peut je vais pas dire grave parce que le mot grave fait peur, mais ça compte. 8 heures assis sous les néons, ça compte. Un sommeil de mauvaise qualité, ça compte. Et le sommeil, c'est le grand oublié parce que
Le sommeil pour beaucoup de personnes, je le répète dans chacun de mes podcasts, mais je fais des piqûres de rappel puisque c'est important de le rappeler. On pense tous être légitimes, d'avoir suffisamment de connaissances sur le sommeil parce que pour beaucoup d'entre nous, on se met dans le lit, on ferme les yeux, on dort. Mais ça veut rien dire en fait. Il y a une énorme différence entre dormir et récupérer. Le sommeil, pour moi, d'utiliser le mot sommeil, c'est pas la même chose que de dormir. Dormir, c'est fermer les yeux et être absent du réel. Voilà. Le sommeil, c'est un processus physiologique particulier. C'est-à-dire que le corps a besoin, par exemple, de ne plus trop digérer et d'être plutôt sur de la reconstruction, de la récupération, du nettoyage. Et quand je dis du nettoyage, c'est au niveau organique, hein. C'est-à-dire que au niveau cérébral, par exemple, le système lymphatique, enfin bon, que tous les échanges puissent se faire correctement, que certains organes puissent se mettre au repos, d'autres peuvent s'activer, pardon. Et donc, le sommeil, c'est quelque chose qui a une, comment dire? Il faut le respecter et puis il y a un ordre et tout ça, un peu comme un entraînement, quoi. Ça nous viendrait pas à l'idée de faire n'importe quoi à l'entraînement, n'importe quoi avec la diététique et pourtant, beaucoup, comme ils ouvriraient le frigo et prendraient le premier truc qui leur tombe sous la main, font la même chose avec le sommeil. Ils font n'importe quoi, c'est-à-dire que avant de dormir, ils font n'importe quoi, leur chambre à coucher, c'est n'importe quoi. J'avais fait beaucoup de contenu sur le sujet du sommeil, encore une fois dans le club VIP, je continuerai à en faire parce que c'est un domaine qui est tellement, comment dire? Mis de côté, les gens s'y intéressent pas que, c'est d'autant plus intéressant d'en parler parce que si les gens ne s'y intéressent pas, on pourrait penser que la recherche s'y intéresse pas. Or, la recherche s'y intéresse beaucoup, mais le pont entre la recherche et la vie quotidienne, il y a assez peu de ponts. Il y a quelques petites passerelles de gens que ça intéresse, mais sinon le grand public ignore complètement, comment bien dormir. Enfin si, mais ils se disent, chambre fraîche, pas de bruit, pas de lumière, manger léger et puis, voilà quoi. Mais il y a des tas de choses qu'ils oublient et justement, c'est le travail des vulgarisateurs que d'apprendre ça au grand public. Enfin bon bref, on va passer au sujet d'après. Donc le sujet qui suit, c'est par rapport au cerveau qui défend l'ancien poids quand une ressource comme une ressource de survie. Donc ça, c'est pareil pour tous ceux qui pratiquent la muscu depuis un certain nombre d'années. On disait par le passé que, quand on avait été gras, c'était compliqué parce qu'on allait rester gras, enfin notre corps allait garder une approche d'ancien gros, en fait, quoi. Alors ça, moi, je suis partiellement d'accord avec ça parce que je l'ai vécu dans ma propre chair et que j'ai pu voir que passer un certain nombre d'années avec un poids de corps fit, donc un poids de forme, on va dire, c'est très difficile de prendre du poids. C'est-à-dire que moi, quand, je pars en vacances, par exemple, je vais pas dire que je me goinfre, mais je mange ce qu'il y a, quoi. Là, je suis parti, chez la belle famille, heu, pendant plusieurs jours d'affilée et je peux vous garantir que même si c'est des plats cuisinés, quand je dis des plats cuisinés, c'est cuisiné maison, hein. Bon, à table, il y avait du pain, du fromage, c'est l'été, il y avait des glaces, je veux dire, moi, je fais pas partie des gens, d'ailleurs, je j'applique les règles de bonne conduite que je vous ai proposées dans le club VIP, les bonnes conduites fitness. Moi, quand je suis invité quelque part, j'honore, ce que les gens ont cuisiné pour moi et force est de constater que moi, mon poids, aujourd'hui, c'est très difficile de le faire monter. Alors qu'avant, il suffisait que je regarde un plat de nouilles pour, le stocker, autour de la taille, quoi. Vous savez, j'ai été en obésité modérée à l'âge de 17 ans. Il y en a qui certains hommes atteignent, ce niveau d'obésité à la trentaine. Moi, déjà à 17 ans, c'était mon cas. Donc j'ai réussi à faire un virage à 180° parce que justement, j'ai compris tout un tas de choses et que j'ai pris ma santé en main. Mais si j'avais pas fait le nécessaire, à 25 ans, j'aurais été en obésité, concrète et puis à 30 ans,
très certainement en obésité, avancée et mon médecin m'aurait dit: «Là, Théo, faut faire quelque chose parce que tu es en prédiabète» ou j'en sais rien. Donc on m'a donné un jeu de cartes à la naissance. Ce jeu de cartes, il était tel qu'il était, hein. J'ai appris à jouer avec. Voilà. Ça veut pas dire que je gagnerai la partie. Gagner la partie, c'est mourir à 100 ans ou 120 ans, mais au moins, je vais essayer d'aller plus loin que si, j'avais pas appris à jouer avec ce jeu-là, quoi. Et moi, c'est ça ma philosophie. Et d'ailleurs, ça retire beaucoup parce qu'il y a beaucoup de sportifs qui ont en fait ils se disent depuis qu'ils font du sport, ils sont plus angoissés de la maladie qu'avant. Parce qu'en fait, il y a un truc qui se passe en eux, ils se disent: «Je fais du sport, je mange sainement, j'essaie de prendre soin de mon hygiène de vie. Du coup, si je tombe malade, les gens vont se dire: "Oh regarde, lui, machin, il faisait tout, mais il s'est trompé et tout"». En fait, faut pas voir les choses comme ça. Et bon, ça, c'est peut-être la philosophie, les lectures de philosophie que j'ai eues, au cours de ma vie, mais une bonne hygiène de vie, ça permet d'apprendre à jouer avec le jeu qu'on nous a donné. C'est-à-dire qu'on optimise la génétique qu'on a reçue, quoi. Ce qui veut dire que si je prends un exemple tout bête, quelqu'un vous dit: «Regardez, celui-là, il était sportif, il mangeait bien et tout, et pourtant à 40 ans, à 45 ans, à 50 ans, à 60 ans, il lui est arrivé une saloperie. Il lui est tombé une cochonnerie sur lui ou sur elle, un problème de santé». Oui, mais c'est pas le hasard, en fait. C'est juste que grâce au sport, il a peut-être gagné 5 ou 10 ans ou 15 ans avant que la cochonnerie n'arrive. Et les gens oublient ça. Ils se disent: «Regarde, bien qu'il ait fait du sport et qu'il ait eu une bonne hygiène de vie, il a eu une saloperie». Eh mais cette saloperie, il l'aurait eue certainement bien plus précocement s'il n'avait pas fait tout ça. Et c'est le raisonnement, en fait, des gens qui font pas de sport ou qui ont pas une bonne hygiène de vie, qui ont tendance à voir le monde comme que du hasard. C'est pas que du hasard, en fait. Il y a, comme dirait, c'est mon oncle qui disait ça, qui était prof, en université. Il me disait: «Tout s'explique». Dès qu'il voyait un phénomène qui paraissait un peu surnaturel ou quoi, il s'asseyait avec moi à table et il me disait: «Bon attends, on va prendre les données, tout s'explique». J'adorais ce raisonnement, que j'applique moi aussi, même si je pense qu'il faut laisser une part de surnaturel, de hasard et tout ça, parce que sinon on devient, trop fermé et pas ouvert au débat et tout. J'aime quand même ce raisonnement où on se pose, tête froide, tout s'explique, quoi. Ou en tout cas, on essaye. Donc le cerveau défend l'ancien poids comme une ressource de survie. Donc des chercheurs de Copenhague euh, ont fait une mise au point, ce qu'ils appellent la mémoire biologique du poids. Donc après un amaigrissement, les hormones de la faim grimpent, les envies alimentaires s'intensifient et la dépense énergétique chute. Donc en gros, c'est comme si après une perte de poids, le corps faisait tout, ouvrait toutes les voies possibles pour que le poids revienne, quoi. Donc leur travail publié dans la revue Cell, donc cellule, hein, CE2L, en 2025 documente une mémoire cellulaire du tissu adipeux. Donc un peu comme la mémoire musculaire, mais là on a une mémoire adipeuse, quoi. Une fois le corps passé par un poids élevé, le cerveau traite ce niveau comme la nouvelle norme à défendre. Donc en gros, il veut défendre son nouveau royaume, quoi. Les auteurs séparent explicitement bonne santé et bon poids, sommeil, activité, alimentation et équilibre psychique, qui améliorent les marqueurs cardio-métaboliques même quand la balance ne bouge pas. Donc ce n'est pas une étude neuve, mais une synthèse d'auteurs à traiter comme telle. Elle recoupe précisément euh, en gros ce que je défends depuis des années. Mais en fait, il faut vous dire une chose, c'est que cette nouvelle norme qui peut rester longtemps, alors on va dire oui, mais tu peux pas prendre ton cas personnel comme vérité, je suis d'accord. Mais bon, il y a beaucoup de choses quand même. Au bout d'un moment, quand on commence à vérifier des tas de choses, soit on commence à se dire qu'on est un extraterrestre, auquel cas peut-être, hein, mais je suis pas au courant, et mes parents non plus visiblement. Mais sinon, on a peut-être quand même des liens entre nous, quoi, entre êtres humains, donc des choses qui se recoupent, quoi. C'est vrai que au tout début où j'ai fait mon régime,
je voyais bien que si j'avais tendance à ressortir du régime, donc c'est-à-dire par exemple de faire, 1 semaine de vacances un petit peu trop enfin pas calorique, mais glucidique, parce que moi c'est surtout les glucides où j'ai une forme d'intolérance aux glucides. Je voyais bien que le poids remontait très, très vite. Et là, au fur et à mesure des années, en fait, plus je reste fit, plus ce poids a du mal à revenir. Un petit peu comme si, je faisais perdre la mémoire à mon tissu adipeux qu'il a été en surpoids par le passé, quoi. En fait, il oublie. Alors comment dire? C'est empirique ce que je dis. C'est le terrain, c'est l'observation. Mais la problématique, c'est qu'on va avoir assez peu de science pour vérifier ça, parce que autour de nous, on voit assez peu de personnes qui perdent du poids et 20 ans après, qui n'ont jamais repris ce poids. Et oui, parce qu'il y a le phénomène, qu'on appelle yo-yo, qui est, à mon avis, pour moi, on devrait utiliser des meilleurs termes que régime yo-yo, parce on associe, yo-yo à régime, donc on accuse le régime d'être le coupable. Or, le coupable, c'est pas le régime. Le coupable, c'est ce qu'il y a autour du régime. Ça serait un peu comme dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ah, je vais pas prendre des trucs trop polémiques, mais bon, je vais pas prendre d'exemple. J'en ai un en tête, mais je vais pas le donner parce qu'il serait trop polémique. On pointe le régime du doigt, or c'est qu'est-ce qui a conduit à faire un régime? C'est bien l'alimentation avant le régime qui a rendu en surpoids l'individu. Le régime est là pour corriger la trajectoire. Le problème, c'est que le régime corrige la trajectoire, mais 99,9% des gens qui font un régime, c'est comme s'ils faisaient voilà, on va prendre l'image comme ça. Vous avez une alimentation depuis des années. Cette alimentation, c'est l'autoroute. Vous êtes sur une autoroute. Donc, c'est une alimentation qui vous a peut-être mené, vous ou des personnes, au surpoids. Vous faites un régime. Le régime, c'est l'aire de repos. Donc, vous prenez une bifurcation, vous allez sur l'aire de repos, et pendant un temps, ben voilà, vous n'êtes plus sur l'autoroute du surpoids, vous êtes sur l'aire de repos. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sortent de l'aire de repos, qui retournent sur l'autoroute, donc qui reprennent le même chemin du surpoids et tout. Donc le problème, c'est on ne peut pas accuser l'aire de repos de vous mener au surpoids, c'est l'autoroute. En fait, ce qu'il faut faire, c'est pas prendre une aire de repos, c'est prendre une sortie, une vraie sortie, c'est-à-dire de vous arrêter au péage, de prendre la sortie et de vous barrer de l'autoroute, de changer et d'en prendre une nouvelle autoroute qui, vous mènerait, à un poids de forme. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on n'arrivera jamais à perdre son poids. En fait, on va le perdre pour un mariage, pour des vacances et tout, mais dès qu'on va rentrer, on va le reprendre. Et c'est ça la problématique. C'est le régime yo-yo, c'est une mauvaise façon de parler des régimes, parce que ça rend le terme régime péjoratif, ça le rend négatif, ça fait couler beaucoup d'encre ou de pixels pour dire ah, faut pas faire de régime. Alors les gens se sentent intelligents en disant surtout oubliez le mot régime, je ne parle jamais de régime. Mais en fait, si, parlez-en, sauf que apprenez à l'expliquer autrement. Parce que c'est ça qui peut aider les gens. C'est justement de dire un nouveau régime alimentaire n'est pas forcément un régime restrictif. Par exemple, quand vous faites un régime méditerranéen, il n'est pas restrictif et pourtant c'est une alimentation où le consensus scientifique est assez d'accord pour dire que c'est la plus saine actuellement. Bien que, moi je la trouve un peu trop glucidique. Mais bon bref, c'est autre chose, c'est un autre débat. Donc, un régime alimentaire, on peut changer de régime alimentaire sans tomber dans la restriction alimentaire, quoi. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui par rapport aux divers sujets. Je sais qu'on est nombreux à partager aujourd'hui cette philosophie. Je sais que si vous m'écoutez, vous avez certainement également une philosophie un petit peu plus nuancée comme ça sur la diététique, l'entraînement, le mode de vie et tout, surtout si vous êtes jeune parent ou parent tout court, que vous avez une vie normale en fait, hein. Enfants, travail, vie de couple, vie sociale, 5 semaines de congés par an, enfin bon voilà la normalité, que vous prenez en pleine poire, l'inflation, la canicule, enfin voilà, une vie normale, pas une vie planquée, d'influenceurs ou je sais pas trop quoi qui en fait qui est complètement coupée du monde réel. Je dis d'influenceurs, mais ça peut être également de d'autres sphères, où les gens sont complètement hors sol par rapport à la vie réelle. Moi, ma philosophie, c'est de montrer que c'est possible. Alors ça a un prix, hein,
d'avoir un mode de vie sain quand on a une vie normale, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Je peux pas dire que c'est facile, mais c'est pas impossible et pour le rendre de plus en plus facile, c'est justement, d'ouvrir les yeux, d'être plus lucide et de dézoomer pour voir la situation globale plus que: «Ah, je fais bien les choses parce que je mange pas de glucides» ou «Ah, je fais bien les choses parce que je fais du sport». Non, faut dézoomer et regarder plus globalement. Je crois qu'initialement la philosophie, les vrais philosophes, c'était ceux qui s'appliquaient, la philosophie qu'ils mettaient en avant. Avant justement d'en parler, il fallait se l'appliquer à soi-même. Moi, je pense que c'est ça en fait, hein, avant d'ouvrir la bouche, que ce soit sur internet ou dans les magazines, dans ce que j'ai écrit, les vidéos que j'ai pu faire et tout ça, je me suis d'abord appliqué à moi-même, tout ça, quoi. Aujourd'hui, c'est un peu inversé. Les gens, parlent beaucoup, appliquent peu et quand ils se rendent compte qu'il y a une discordance, une dissonance entre tout ça et que les gens leur reprochent, ils se disent: «Merde, comment je peux faire?» et puis ils se tournent vers la pharmacie pour accélérer le mouvement et donner l'illusion qu'ils sont fit. En gros, mettre des gros pare-chocs et des ailerons sur une voiture, pourrie. Ça, c'est un peu la même chose avec, les raccourcis et les aides, pour, paraître sains alors qu'ils ne le sont pas du tout, quoi. Et ça, c'est dommage, hein, parce que, tant qu'on n'a pas connu ça, on a du mal, en fait, à en parler, on pense savoir les choses, mais on ne les sait pas réellement parce que sur le terrain, il y a des tas de choses que la science montre, mais qui ne sont pas applicables du tout dans le mode de vie réel, quoi. C'est pas possible, parce que ça marche quand vous êtes, dans une chambre d'hôpital ou un truc comme ça, enfin dans une chambre un truc d'observation et que vous êtes rémunéré pour l'étude, mais ça marche pas quand, vous devez vous lever à 6 heures du mat, faire déjeuner les gosses, les amener à l'école, passer votre journée de travail, faire les courses, tout ça. Là, ça tient plus quoi. Donc il y a du réel et puis, il y a de la théorie, des belles paroles et tout, quoi. Et moi, je m'intéresse au réel et je m'intéresse surtout entre ce que la science permet d'appliquer dans le réel. Alors, je m'intéresse aussi à ce que la science n'applique pas dans le réel, hein, ne permet pas d'appliquer dans le réel parce que c'est bon pour, la connaissance. Mais ce qui permet d'être appliqué dans le quotidien m'intéresse plus parce que la vie est relativement courte quand on regarde. Enfin, chaque seconde qui passe, c'est une seconde de perdue et j'ai pas vraiment de seconde à offrir comme ça à n'importe quoi. Voilà. Donc et je pense que pour vous, c'est pareil et sur ça, on peut s'entendre et donc c'est important de faire les bons choix tout de suite, quoi. Donc je vous laisse ici, les liens sont dans les notes de cet épisode si justement vous voulez faire des bons choix aussi et d'apprendre des choses qui peuvent être utilisées dans la vie réelle. Rejoignez le club VIP, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour cette rentrée, fin août, début septembre. Je vous laisse ici, très bonne journée à toutes et à tous, bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici.
très bonne fin de journée à tous.